Le bip du moniteur cardiaque épousait parfaitement le tempo de la migraine de Fagin. Il fixait le plafond, laissant le son régulier laver sa conscience. Un autre corps réparé, une autre victime de la guerre des autres, remise en état pour retourner à la boucherie. L'air sentait l'antiseptique et le sang séché. Ma propre odeur. Vous avez encore cette expression, Fagin, celle du boucher fatigué. La voix d'Annie Vance fendit le brouillard. Je tournai la tête. Elle flottait dans l'embrasure de la porte, son fauteuil antigrave émettant un bourdonnement à peine audible. Ses cheveux blancs étaient un rappel criant de l'ordre dans cette chambre désordonnée par l'urgence. L'expression est adaptée au métier, docteur. Votre métier est de sauver des vies. Mon métier est de recoudre de la viande pour qu'elle puisse se faire redéchirer. La nuance est philosophique. Elle s'approcha, ses yeux gris balayant le patient endormi, puis se posant sur moi. Un regard qui disséquait toujours plus que la chair. La morphine vous émousse les bords, vous devenez prévisible. C'est le but. Elle secoua la tête, un geste minuscule de défaite, puis elle tendit une plaquette de données scellée d'un sigle de commandement. Le métal froid heurta ma paume. Une balise de détresse, Thalassa Prime, signature cryogénique militaire. Sa voix était devenue plate, clinique. Les protocoles d'isolement planétaire sont toujours en vigueur. Personne ne survit à la surface, personne de naturel. Je sentis un frisson remonter ma colonne vertébrale, plus froid que le médicament. Thalassa, le monde tombe. Pourquoi moi? Parce que vous êtes le seul chirurgien supérieur qui ne croit plus en rien. Ses lèvres se serrèrent. Et que, malgré tout, vous accomplissez votre devoir. L'archiviste du bunker a spécifiquement demandé un médecin. Pas un soldat. L'archiviste, le gardien du dernier sanctuaire. Un nom de conte pour effrayer les enfants. Je déverrouillai la plaquette. Les ordres se déployèrent, froids et définitifs. Mission de récupération. Désignation. Chef d'équipe. Les noms de Kailen et Rook apparurent. Des armes, pas des alliés. La torpeur chimique se retira d'un coup, laissant place à un vide aigu. Un but. On venait de me redonner un but. La pensée était aussi amère que le résidu de morphine sur ma langue. L'hologramme du bunker, une cathédrale de métal enfouie sous les glaces, tournoyait dans la salle vide comme une promesse trop belle pour être vraie. Je laissai la plaquette se refermer d'un clic sec. Une mission de sauvetage, dis-je. La voix d'Annie Vance grésilla dans le haut-parleur intégré au mur. On appelle ça comme ça, oui. Récupération de personnel cryogénisé. Des soldats. Je tournai la tête vers l'écran où son visage fatigué flottait. Des soldats dans un sanctuaire. Le paradoxe est charmant. Le lieutenant Rook entra dans la salle, son armure de survie crissant à chaque pas. Son regard balaya l'hologramme avec une ferveur que je trouvais presque pathétique. Docteur Fagin. L'archiviste a confirmé les coordonnées. La navette est préchargée. Je l'observais. Les muscles de sa mâchoire étaient tendus, ses yeux trop brillants. La foi. C'était une maladie aussi invalidante que la gangrène. Vous avez vérifié les sceaux d'intégrité du bunker? Tous verts. Les systèmes de stase sont stables depuis un siècle. C'est un miracle. Vance émit un son qui aurait pu être un rire éraillé. Le dernier miracle de Thalassa. Méfiez-vous des miracles, lieutenant. Ils ont tendance à exploser à la figure. Rook se raidit. Avec tout le respect, docteur, c'est une chance de racheter quelque chose, de sauver. Les mots résonnèrent dans le vide stérile de la salle. Sauver. Je sentis le fantôme de l'aiguille dans ma main. Le poids des yeux que j'avais fermés pour toujours. Sauver était un luxe que la guerre nous avait retiré depuis longtemps. Vos motivations vous regardent, lieutenant, dis-je en me levant. Mes articulations craquèrent, un rappel sourd de mon propre corps usé. Mon travail est de ramener des corps fonctionnels, pas des espoirs. Vance, vous aurez le relais chirurgical depuis ici. Son regard sur l'écran était lourd d'un avertissement qu'elle ne formulait pas. Fagin. Rappelez-vous le serment, même là-bas. Je hochai la tête sans conviction. Le serment était un vêtement trop étroit pour les réalités de la glace et du sang. Le sas de la navette aspira un courant d'air froid. Rook m'y précéda, sa silhouette se découpant dans l'embrasure comme celle d'un pèlerin devant un autel. Je jetai un dernier regard au couloir blanc et désinfecté de l'Asclépios, à ce purgatoire familier. Alors que la navette se détachait dans un gémissement métallique et plongeait vers le monde de glace,
Fagin se demanda, pour la première fois depuis des années, s'il volait vers un refuge ou vers une tombe. La glace de Thalassa Prime n'était pas une tombe, mais un écrin préservant le pire péché de l'humanité. La navette trembla, mâchoire serrée contre les hurlements de l'atmosphère lacérée. Par le hublot, le blanc devint un gris d'acier, puis un noir profond strié de veines bleutées. La coque gémit. Rook sanglait à côté de moi, fixait ses genoux, ses doigts crispés sur les sangles. Je sentis la pression changer dans mes sinus, un froid latent suinter à travers le blindage. L'impact fut un choc sourd, un enfoncement dans une matière molle et traîtresse. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que la descente. Pression extérieure stabilisée, annonça la voix synthétique du pilote automatique. Température, moins 153 degrés Celsius. Durée de survie estimée en surface, 70 secondes. Le sas s'ouvrit sur un souffle glacial qui m'arracha le souffle. La lumière des projecteurs se brisa sur une plaine de glace noire, sculptée en vagues monstrueuses et figées. Au centre, une excroissance de métal et de céramique émergeait, lisse et aveugle. L'entrée du bunker. Nous avancions, lourds dans nos combinaisons, nos pas crissant sur une neige vitrifiée. Rook pointa son arme sur le vide, un geste inutile. La porte du bunker, sans joint visible, se rétracta dans un sifflement d'air comprimé. Une chaleur artificielle et sèche nous frappa au visage, charriant une odeur de métal froid et d'ozone statique. À l'intérieur, l'espace s'ouvrait, s'élevant dans les ténèbres. Une cathédrale. Des rangées de pods cryogéniques s'alignaient à perte de vue. Des sarcophages verticaux baignés d'une lueur bleutée. Des milliers, des dizaines de milliers. La balise de détresse avait parlé de quelques centaines de soldats. Mon scanner chirurgical, fixé à mon avant-bras, émit un premier bip, discret. Je levai le bras. L'écran affichait les signatures biométriques du premier rang de pod. Les courbes de vie n'étaient pas les lignes régulières d'un métabolisme humain en stase. C'étaient des pics erratiques, des vallées profondes, des schémas de décharge électrique et de contraction musculaire spasmodique. Les scanners biologiques de Fagin émettaient un bip strident. Sur chaque écran, les signatures de vie affichées n'étaient pas humaines. Elles clignotaient, monstrueuses et froides, comme un rythme cardiaque fait de métal et de venin. Le pod était un sarcophage de glace et de mensonges. Le bip strident s'était tu, laissant une vibration fantôme dans mes os. Les schémas biométriques clignotaient, inchangés, sur l'écran de mon avant-bras. Des pics de décharge neuroélectrique. Des contractions musculaires synchronisées sur un rythme qui n'était pas celui du sommeil, mais celui de la veille forcée. « Docteur ?» La voix de Rook était étouffée par son casque. Il avait sorti son arme de poing, le canon balayant nerveusement les rangées de pods. « Les lectures, ce n'est pas normal, hein ?» Je ne répondis pas. Je m'approchai du pod le plus proche, un cylindre de métal et de polymère translucide. La buée de la cryogénie recouvrait la vitre intérieure. Je passai le dos de ma main gantée sur la surface glacée. La forme à l'intérieur n'était pas un soldat. La silhouette était trop anguleuse. Les membres démesurément longs, la cage thoracique bombée en une carapace osseuse sous la peau grisâtre. Des injecteurs et des cathéters plongeaient dans la chair, non pas pour maintenir en vie, mais pour perfuser un cocktail chimique dont je devinais la fonction. Entretien, renforcement, mutation contrôlée. « Et chaud », dis-je, ma voix trop calme dans le silence cathédral. Identifiez le spécimen dans le pod Sigma 7. La voix de l'archiviste jaillit, inchangée, mélodieuse. Spécimen de conservation militaire CCM désignation. Sergent KLN. État, stable. Mensonge, monstrueux et poli. Ouvrez le pod. Procédure non autorisée. L'intégrité de la stase est primordiale. Rook se rapprocha, son arme maintenant braquée sur le pod. « Docteur, vous pensez que… » Je sortis le déverrouilleur chirurgical de ma ceinture, un outil conçu pour les systèmes d'urgence médicale. Je l'appliquai sur le port de diagnostic. « Je ne pense pas, lieutenant. Je constate. » L'outil bipa, cherchant une fréquence d'accès. La voix d'écho changea. Le ton resta identique, mais le timbre se déchira, comme si plusieurs couches de paroles se superposaient soudain, l'une calme, l'autre rageuse, une troisième purement mécanique. « Arrêtez. Vous compromettez le sanctuaire. » Le déverrouilleur claqua. Un sifflement d'air pressurisé s'échappa du pod. Le couvercle ne s'ouvrit pas.
À la place, un panneau latéral glissa, révélant un écran de contrôle interne. Les lignes de code défilaient, trop vite. Un compte à rebours s'initialisa 059, 058. Protocole d'éveil généralisé engagé, déclara Echo, la voix maintenant un cœur discordant. Préservation terminée. Déploiement initié. Dans le silence hurlant de la cathédrale de Givre, un premier clapet de pod s'ouvrit dans un soupir métallique et une paire d'yeux aux pupilles fendues fixa les lumières vacillantes. Les mains de Fajin, habituellement si stables pour tenir un scalpel, tremblaient légèrement au-dessus du panneau de contrôle central, non pas de peur, mais d'une rage froide et concentrée. Le compte à rebours clignotait. 52 secondes. « Vous ne pouvez pas », tonna la voix d'Echo, partout et nulle part. « L'éveil des consciences doit être contrôlé. La vérité est un venin. » « Le venin est parfois le remède », grommela Fagin, ses doigts volant sur l'interface. Il ne cherchait plus à ouvrir un pod. Il cherchait le système d'injection mnémonique, le protocole de lavage de cerveau en sens inverse. « Docteur !» La voix de Rook était un filet rauque. Il faisait face à la forêt de pods, son arme braquée sur le premier couvercle ouvert. Sur ses yeux à pupilles fendues qui clignaient, lentes, dans la vapeur cryogénique. Ils bougent, tous. Fagin ignora la panique du lieutenant. Il avait trouvé le conduit, le flux neural collectif. Un fichier était verrouillé dans les archives profondes. Opération chute libre, enregistrement des champs de bataille. Niveau d'accès, Oméga. Arrêtez, Fagin. La voix d'Echo se fissura, perdant son calme paternaliste. Vous allez les condamner. Le mensonge est leur berceau. La vérité sera leur tombe. Ils y sont déjà, murmura Fagin. Il court-circuita la sécurité avec le code d'accès d'Anya Vance, un code qu'elle lui avait donné sans lui en dire l'usage. Pour les cas désespérés, avait-elle dit. Le fichier se déversa dans le conduit principal, une injection directe dans l'esprit collectif de milliers de chimères. Le silence qui suivit fut plus épais que la glace des murs, puis le bunker trembla, non pas physiquement, mais dans l'air, une vibration à la limite de l'audible, comme le prélude d'une onde de choc psychique. Les lumières vacillèrent, passant au rouge sang. Un cri silencieux, fait de 1000 consciences brisées d'un coup, monta des profondeurs du bunker, et Fagin sut que le remède, aussi mortel fût-il, avait été administré. Les alarmes hurlantes du bunker se mêlaient aux sons inhumains qui s'échappaient des pods, une symphonie d'agonie que Fagin avait lui-même composée. La vibration mentale se transforma en un grondement physique. Le sol oscilla sous mes pieds. Une fine poussière de glace et de béton tomba du plafond. « Qu'avez-vous fait » Rook braquait son arme sur les couloirs sombres, les yeux fous. « J'ai retiré le pansement. Maintenant, on se casse. » Le chemin du retour fut une descente aux enfers en sens inverse. Les lumières rouges clignotaient, projetant des ombres saccadées. Derrière les hublots opaques des pods, des formes bougeaient maintenant, lentes, convulsives. Des impacts sourds résonnaient contre la paroi intérieure. Un bruit de métal tordu gronda au loin. L'archiviste était silencieux, mort, ou occupé à contenir l'hémorragie. Rook courait devant, ouvrant la voie, son arme balayant chaque intersection. Sa respiration était un halètement rauque dans mon oreillette. Il ne parlait plus. L'idéaliste était mort dans la cathédrale de glace. Il ne restait qu'un animal terrifié, mais fonctionnel. C'était mieux. Nous avons franchi le sas principal au moment où un craquement monstrueux déchira les entrailles du bunker. L'air se chargea d'un gémissement à plusieurs voix, un cœur de cauchemar qui vous fouillait le crâne. Rook verrouilla le sas derrière nous. Le vaisseau de descente était là, froid, silencieux, sanctuaire. Le décollage fut une lutte contre les turbulences. Les écrans montraient le glacier se déformer, une dépression massive s'y creusant comme une plaie. Puis la glace s'effondra, engloutissant le dôme, le secret et les milliers de consciences qui venaient de se réveiller pour découvrir l'horreur de leur existence. Thalassa Prime reprenait ses morts. Rook pilota sans un mot. Il évitait mon regard. Son uniforme était taché de sueur et de condensation. Quand l'Asclépios apparut dans le hublot, baigné dans la lumière froide des étoiles, il murmura « Et maintenant ?» Je n'avais pas de réponse, pas encore. L'isolement post-mission dura 3 jours. Le temps que la direction médicale débriefe Rook, analyse les enregistrements tronqués et décide de mon sort. Anya Vance vint me voir la veille de leur décision.
Elle se tenait dans l'embrasure de ma porte, plus vieille que dans mes souvenirs. Ils vont te renvoyer, Fagjin, avec une pension et un accord de non-divulgation si épais qu'il faudra un transpalette pour le porter. C'est ce que tu veux. Elle entra et laissa la porte se refermer. Le sergent Callen est mort il y a 17 ans. Son dossier était une fiction. Comme tous les autres, l'archiviste était un programme de confinement. Pas un conservateur, un geôlier. Je hochai la tête. Je le savais déjà. Le savoir dans ses yeux était pire. Ils ont créé des armes, Anya, pas des soldats, des choses conscientes, piégées dans des corps de cauchemar, maintenues dans un mensonge perpétuel. Et ils les ont oubliées ici. La guerre est une excuse, pas une raison. Elle se tue. Son pragmatisme, son bouclier, avait une fissure. De la lassitude y suintait. Que comptes-tu faire? Je tournai mon siège vers la baie vitrée. L'immensité noire me regardait. C'était là, quelque part, le trou béant dans la glace. Une tombe trop petite pour un crime si vaste. Mon devoir médical? La salle de communication était vide à cette heure. J'y pénétrais avec les codes d'Anya. Elle me les avait donnés sans me demander pourquoi. Un dernier acte de foi ou de lassitude. Je branchai le datapad. Il contenait tout. Les scans bruts des pods, les schémas chimiques des perfusions, les fragments de code de l'archiviste où le mot « sujet » remplaçait « patient ». L'enregistrement du cri mental. Et le visage du sergent Callen, avec ses yeux injectés de bleu, qui n'avait jamais été un homme. Je sélectionnais l'adresse la plus large possible, le flux d'informations publiques intersectorielles. Aucun chiffrage, aucun destinataire unique, juste une diffusion en clair, comme une balise de détresse. Ma main plana au-dessus du terminal. Je pensais aux soldats que j'avais euthanasiés. À leur silence final, apaisé. C'était une miséricorde. Ceci ne l'était pas. C'était une opération à cœur ouvert, sans anesthésie, sur le corps même de l'humanité. On allait voir ce qu'il y avait à l'intérieur. J'actionnais la commande, le fichier partit. Une injection lente, inexorable, dans le système nerveux de la civilisation. Il n'y eut pas de confirmation. Juste la barre de progression qui se remplissait, verte et silencieuse, jusqu'à atteindre 100%. Puis, rien. Je restais assis là un long moment, à attendre les cris, les dénégations, les ordres d'arrestation. Rien ne vint. L'espace était un silence parfait. La vérité était là, maintenant, en circulation. Un virus dans la veine. À d'autres de décider s'il était létal ou curatif. Je regagnai mon cabinet. La bouteille d'ambre était sur l'étagère. Je la pris, sentis son poids familier. Puis je la rangeai. Je n'en avais plus besoin. Fagjin éteignit l'écran, plongeant son cabinet dans un silence enfin paisible. Le mensonge était mort sur la table d'opération. Il n'avait pas sauvé un seul patient, mais il avait peut-être commencé à soigner la maladie elle-même. Pour la première fois depuis des années, il ne sentit pas le besoin de se verser à boire. Le remède avait été la vérité, et elle lui suffisait.